de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, Justin Trudeau a finalement présenté ses excuses concernant l'ovation aux vétérans nazis vendredi dernier. Écoutons ensemble. Je tiens à présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est produit vendredi et pour la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés. Le fait d'avoir rendu hommage à cet individu sans savoir qui il était a été une terrible erreur et une violation de la mémoire de ceux qui ont cruellement souffert aux mains du régime nazi. Mario, les attentes étaient très élevées depuis 2 jours de la part des partis d'opposition, peut-être aussi de la part des Canadiens. Est-ce que Justin Trudeau a fait aujourd'hui ce qu'il fallait faire? Oui, il a fait ce qu'il fallait faire. Il reste une question, toujours en suspens. C'est pourquoi si tard? À mon avis, c'est la question qui demeure, c'est la question qui reste. Et bien des gens vont se dire, c'est parce que tout a été fait comme à une journée d'intervalle. La journée où on aurait dû demander au président de partir, on aurait dû s'excuser, c'est lundi, dans le fond. Tout ça aurait dû... l'affaire... Quand on dit... M. Trudeau dit l'affaire est gênante, et il a raison, mais c'est bien qu'il le dise lui-même, qu'il le nomme. Mais quand c'est gênant, comme on dit, passe l'éponge, passe le balai au plus vite. Et il n'y a pas vraiment de raison. Dans le fond, lundi matin, 11h, là, au moment où le président de la Chambre s'est levé, puis a essayé de s'excuser, puis de d'étirer l'affaire, on avait déjà le portrait complet à ce moment-là, que le Canada devait des excuses aux communautés juives du monde entier, au président Zelensky, que le président de la Chambre ne pouvait pas rester. Moi, il me semble qu'on avait déjà à ce moment-là un portrait assez clair de la situation. Alors là, on a traîné 24 heures pour que le président de la Chambre finisse par démissionner. M. Trudeau, lui, lundi, s'est pas présenté à la Chambre des communes. Mardi, ne s'est pas présenté à la Chambre des communes. Donc aujourd'hui, mercredi après-midi, il le fait bien, là, il fait ce qu'il doit faire, il le fait bien. Et mais c'est juste, tu dis, pourquoi avoir laissé tout ça traîner 48 heures pendant que les Russes se sont amusés à faire de la propagande à partir de la gaffe du Canada? Ces 48 heures-là n'ont pas été sans effet. Ce matin, je l'ai fait l'exercice, faire le tour des journaux du monde entier, des versions en ligne, des versions sur Internet. Les titres, la façon dont c'est titré, c'est gênant pour le Canada. C'est toutes les versions simplifiées de l'actualité quand elle est présentée à l'échelle du monde, là, sans toutes les nuances. Le Canada paraît assez mal, donc il me semble qu'il n'y avait pas raison de laisser traîner ça. Je veux dire que Yves-François Blanchet, ensuite, a soulevé la bonne question quand même à la Chambre des communes. Est-ce que M. Trudeau a personnellement... Oui, excuse-moi, Mario. J'allais dire, tu nous voles les mots de la bouche parce que on va l'écouter ensemble, justement. Il y a peut-être une question qui demeure en suspens, et c'est Yves-François Blanchet qui l'a posée. Mieux vaut tard que jamais, Monsieur le Président. Je salue la décision du premier ministre d'avoir accepté les demandes répétées qu'il s'excuse au Parlement et bien au-delà. Cependant, je voudrais savoir du premier ministre s'il a personnellement appelé le président Zelensky pour présenter ses et nos excuses et s'il y a une stratégie pour contrer avec nos alliés la terrible campagne de propagande des Russes présentement. Effectivement, Monsieur le Président, nous avons passé plusieurs messages directement au peuple ukrainien et au président Zelensky. En même temps, nous allons continuer de se tenir haut et fort contre la propagande et la désinformation et la mésinformation russe. Bon, alors, Mario, on peut interpréter qu'il n'a pas encore parlé au président ukrainien, mais c'est peut-être pas parce qu'il n'a pas voulu le faire, mais parce qu'il n'a pas pu le joindre, selon ce que nous disait tout à l'heure Emmanuel Latraverse. Peut-être, là, c'est possible. On comprend qu'on a passé des messages par des canaux diplomatiques. En tout cas, c'est ce que je comprends, là, ce que je dis entre les lignes du propos de M. Trudeau. Mais c'est drôle, Yves-François Blanchet, depuis le début de la semaine, m'a rappelé des moments, tu sais, je me souviens de moments, là, je remonte loin dans le passé, mais où Lucien Bouchard, à la Chambre des communes, dans certaines circonstances, même au Canada anglais, certains le reconnaissaient, disaient c'est quand même bizarre, le type c'est un souverainiste, mais dans certains types d'interventions, au nom dont on parle du Canada ou des enjeux du Canada, c'est lui qui parle avec le plus d'autorité, le plus d'aplomb, pas trop de partisanerie, tu sais, le bon ton, le bon contenu. Et je donnerais pas mal
mal cette note-là là, de 10 sur 10 cette semaine à Yves-François Blanchette, qui était moins partisan que Pierre Poilievre, qu'on n'a pas senti vouloir marquer des points à tout prix devant une situation aussi gênante. Puis, tu sais, j'ai trouvé qu'il était à chaque point. Hier, il y avait la bonne demande au premier ministre de s'excuser, ce que finalement, le lendemain, M. Trudeau a fini par faire. Donc, il a été le bon ton, les bons enjeux. Et je sais pas, même pas d'un point de vue strictement québécois, mais même d'un point de vue du Canada, de l'image du Canada, c'est lui qui a eu l'air cette semaine à parler avec le plus de sagesse d'une certaine façon. On peut dire que c'est une semaine assez difficile, ou en tout cas un mercredi difficile pour Justin Trudeau. Il y a ce sondage qui est paru, sondage léger pour le compte du Journal de Québec, Journal de Montréal. L'écart est encore très élevé entre le Parti libéral et le Parti conservateur. Et les intentions de vote au Québec, c'est vraiment une lutte à trois. Bon, Mario, tu viens de lancer des fleurs à Yves-François Blanchette. Comment est-ce que tu peux expliquer les intentions de vote au Québec, au fédéral, une chute de 7 points de la part du Bloc québécois? Ben, j'ai juste une explication. J'en ai pas 1000. Ouais. Le Bloc n'a pas fait de gaffe. Le Bloc n'a pas fait de bêtises notables dans le dernier mois ou même dans le dernier 3 mois là, qu'on puisse se retenir. Donc, ce que ça nous dit, c'est que... Et j'avais fait le commentaire là, à plusieurs reprises sur mes tribunes que le Bloc avait jamais été attaqué. En fait, le Bloc est rarement attaqué. Un peu dans la campagne électorale, dans le débat normal, mais entre 2 campagnes électorales, tu sais, les libéraux, les conservateurs, là, ça se pogne, ça se bûche dessus à la Chambre des communes. Mais c'est rare qu'on entend le Bloc être attaqué de front. Ce que Pierre Poilievre a fait là, autour du Congrès conservateur, une campagne de publicité, une série de points de presse à Québec avant son congrès, pendant son congrès de Pierre Poilievre qui attaquait le Bloc de front. Et c'est comme si ça nous... Tu sais, moi, je serais inquiète au Bloc, parce que ce que ça nous dit, c'est que le vote du Bloc, il est fragile. Dans le fond, il n'a jamais été attaqué, le Bloc, puis la première fois qu'il est attaqué, oups, l'édifice s'égrène assez vite, là. Tu sais, il perd 7 points d'un coup, et les conservateurs qui les gagnent. Bon, ça reste fragile, tout ça. Est-ce que le vote conservateur... Tu sais, le 23% des conservateurs, ça veut dire qu'il y a des gens là-dedans, là, c'est plus haut que ce que les conservateurs ont eu dans les récents sondages, dans les récentes élections. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux adeptes là, qui ont aimé entendre parler Pierre Poilievre de coût de la vie, qui seraient peut-être prêts à voter conservateur, mais c'est des gens qui n'ont pas voté conservateur peut-être depuis une décennie. Là. Donc, comme on dit, ils seraient vite... Je pense pas qu'on peut parler de fidèles. Là. On parle de gens qui pourraient changer d'idée dans l'autre direction la semaine prochaine, pardon. C'est tellement récent leur adhésion que c'est fragile. Là. Ça tient à peu de choses. Mais... est-ce que c'est un succès pour Pierre Poilievre? Écoute, lui, ses affaires vont bien là, à l'échelle du Canada, puis même tout à coup à l'échelle du Québec. Là. Mario, avant de parler des intentions de vote au Québec, on va aller retrouver le collègue Alain Laforêt pour cette nouvelle de dernière heure. Alain, nouveau juge en chef à la Cour du Québec, ça vient de sortir? Oui, et Mario va être intéressé à commenter cette nouvelle là, parce qu'on sait les problèmes qu'il y a eu entre la juge Rondeau et le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Donc, on vient d'apprendre que dès le 26 octobre 2023, c'est l'honorable Henri Richard, rien à voir avec l'ancien joueur de hockey, là, qui sera nommé juge en chef de la Cour du Québec. Il est juge depuis 2006. Et rappelez-vous là, les problèmes et les tensions qu'il y a eu entre Simon Jolin Barrette et la juge Lucie Rondeau, entre autres sur les ratios de justice. Il y avait eu une entente signée entre les deux à l'effet que le ministre de la Justice du Québec s'engageait à nommer 14 juges supplémentaires en échange de cibles d'efficacité de la part de la magistrature. Donc, un nouveau juge en chef, c'est Maître Henri Richard, qui a été nommé par un comité consultatif qui va entrer en poste le 26 octobre prochain. Merci beaucoup, Alain. Alors, Mario, de quoi adoucir un peu le climat? Ben, c'est une bonne nouvelle d'une certaine façon parce que ce conflit-là avec la juge en chef était pas bon pour personne. Moi, à certains moments, j'avoue que, tu sais, on dit on veut pas prendre parti, le ministre de la Justice, le juge en chef, on sait pas tout ce qui se joue derrière les portes closes. Mais quand elle était sortie pour dire, ben là, les juges vont travailler moins, puis tout ça, puis le ministre de la Justice a pas à dire, rien à dire. Écoute, là, moi, je me disais, attends un peu, toi, là, je comprends que les juges, vous avez une indépendance, dans le sens que quand vous rendez justice sur le banc, je veux pas que le ministre de la Justice, là, vienne dire, condamne lui puis acquitte l'autre, là. Il faut que l'indépendance... Par contre, est-ce que les juges ont une indépendance si totale qu'ils peuvent dire, ben nous, là, on va regarder plus de temps dans nos bureaux pour rédiger, puis on va faire moins de procès. Quand il s'agit de donner moins de services à la population...
Oui, mais quand il s'agit de donner moins de services à la population, moi, je m'attends que le ministre de la Justice, qui représente les payeurs d'impôts, ait son mot à dire aussi pour dire un instant. Donc là, il y avait un équilibre. Donc là, je veux dire, moi, c'est une bonne nouvelle qu'on reparte sur une nouvelle relation. Par contre, là, le problème pour Simon Jolin Barrette, c'est que tu peux pas te chicaner avec deux de suite. Là. Simon Jolin Barrette nous a dit depuis le début, la nomination de la juge Rondeau, c'était une nomination des libéraux, j'étais pogné avec ça, tu sais. Bon, t'as pas comme le droit de te pogner avec deux personnes de suite, parce qu'à un moment donné, on va dire que c'est toi le problème. Donc là, Simon Jolin Barrette, maintenant, a une espèce de devoir de bien faire marcher ça. Et il est mieux de s'entendre, comme tu dis. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi. Francis Gosselin.